Merci beaucoup. Je commence par demander votre indulgence pour mon accent et mes hésitations avec la langue française. Je suis en France depuis plus de 40 ans, mais il reste toujours l'accent et les hésitations. J'ai toujours été plus fort à l'écrit qu'à l'oral, et donc je vais faire de mon mieux. Mais bon, je vais faire une petite historique de cette politique américaine envers la Russie, qui commence vraiment en 1950 avec un document, le NSC 68, National Security Council document NSC 68, qui était secret. C'était un document tenu secret, mais on a fait savoir aux membres du Congrès, parce que l'argument de ce document, c'était la menace soviétique qui était imaginaire. Excusez-moi, mais c'était complètement imaginaire. L'Union soviétique essaye de se remettre après une guerre terrible, n'était absolument pas une menace. Mais la politique américaine, ça commence toujours par créer une menace pour faire peur au Congrès, un peu au public. Il faut avoir peur de quelque chose. On vit dans la peur dans les moments. Alors, ce document a prétendu que l'Union soviétique était dirigée par un poignet de fanatiques qui sont déterminés à imposer l'autorité absolue sur le monde entier. Bonne description des États-Unis aujourd'hui. C'est exactement ça. Alors, ce document était écrit par M. Paul Nitze, qui était un banquier avec des attaches à l'Allemagne, historiquement. Mon père le connaissait. En effet, c'était un grand banquier avec beaucoup d'influence dans le monde des affaires. Alors, c'est pas seulement que la politique étrangère est faite pour faire plaisir au monde des affaires, c'est fait par les mondes des affaires, sans consulter le public. Ce document était secret à l'époque, mais évidemment, ça donne les ordres à tout le monde. Les ordres, c'est que tout le monde doit avoir peur de la menace soviétique. Les médias, je sais ça aussi. J'ai passé mon enfance à Washington, je connais un peu le sérail de comment ça fonctionne. Alors, les médias savent qu'il faut présenter la politique étrangère comme un contest perpétuel entre la menace soviétique et les États-Unis. Et tous les journalistes doivent suivre cela, sinon ils sont réédités. Moi, ça, je sais ça d'expérience. Donc, mais l'argument économique derrière tout ça, c'était qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'économie américaine commençait à s'affaiblir. On avait peur de retomber dans la dépression. Et évidemment, la classe dirigeante qui est représentée par Paul Nitze, qui était inconnue du public, hein. C'est pas c'est pas comme en France où les ministres du gouvernement, etc., viennent des partis politiques et sont des personnalités connues. Là-bas, c'est pas du tout le cas. C'est les gens qui viennent des grandes affaires et qui sont inconnus du public. Mais ils décident le politique. Et on avait peur de retomber dans la dépression, mais Roosevelt était mort. Et on ne voulait pas revenir au keynésianisme, comment vous le dites, keynésianisme social. Donc, on voulait aller vers le keynésianisme militaire. Parce que ça, c'était pour l'investissement, pour la grande industrie et tout et tout. Donc, au lieu de revenir en keynésianisme, parce que Roosevelt avait construit les barrages pour faire l'électricité, l'électrification des pays, et tout ça. Maintenant, on va aller faire le militaire. Alors, tout le monde trouve son compte. Les universités, par exemple. Les universités savent maintenant que pour avoir un contrat, il y a des contrats avec le Pentagone. Donc, toute l'économie trouve son compte.
dans cette militarisation qui est le complexe militaire ou industriel, comme on l'appelle. Mais alors, c'était une solution à l'économie, et pour ça, il fallait avoir le grand danger qui était l'Union soviétique. Alors, ça fonctionnait pendant toute la guerre froide. Alors, Gorbatchev a essayé d'asséner un coup à tout ça en faisant la paix, fin de tout ça. Ça, c'était une catastrophe pour beaucoup aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on va faire sans la menace soviétique? Ça a créé une sorte de pause. On ne savait pas, mais qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas peur? Alors, on a cherché d'autres menaces, le terrorisme, ceci et cela. Et c'est à ce moment-là, déjà, en effet, dans les années 70, il y avait ce développement développement des think tanks, c'est-à-dire les instituts privés, financés par les intérêts privés, qui définissent la politique étrangère. Ils fournissent les spécialistes, ils écrivent les articles dans la presse, etc. Alors, et évidemment, tout ça est susceptible aux influences économiques. Et la politique étrangère aux États-Unis est très sensible aux intérêts étrangers. C'est-à-dire, il y a des groupes. Pendant la guerre froide, par exemple, il y avait beaucoup de fascistes, c'est le mot, ukrainiens, qui se sont échappés aux États-Unis et au Canada et deviennent des lobbies anti-russes, anti-communistes, etc. Bon, ils ont de l'influence, parce que l'Américain lambda ne sait rien du monde, mais il y a toujours les gens qui arrivent dans le pays et disent « Ah, c'est terrible chez nous, vous devez venir nous sauver. Hein. » Ça, on trouve partout. Et alors, on connaît il y avait d'abord le lobby chinois, qui était le Chiang Kai-shek, qui avait une grande influence sur la politique, puis le lobby cubain. Évidemment, aujourd'hui, c'est le lobby israélien, qui est très prédominant dans la politique américaine. L'influence du lobby israélien a investi dans les think tanks les plus influents, et c'est vraiment là où la politique est faite un peu selon les désirs de ce lobby. Alors, en 97, il y avait l'émergence des néoconservatifs qui étaient là depuis un bon moment, mais qui est un peu l'émanation intellectuelle du lobby israélien, et qui avait écrit cette déclaration de principes. Alors les principes-là, ça a remplacé, petit à petit, ça remplace la guerre froide. Parce que les principes, c'est que les États-Unis doivent absolument maintenant réarmer un peu pour sauver le monde, un peu pour faire la démocratie partout. Et donc, ce n'est plus combattre le communisme, c'est d'amener la démocratie et le marché. C'est toujours le marché. On ne dit jamais la démocratie, tout ça, c'est toujours le marché. Parce qu'ils ont leur idée de marché, qui est un marché très bien organisé par les États-Unis pour leurs intérêts financiers en particulier. Alors, ce n'est pas du tout un marché libre, c'est un marché organisé selon la puissance américaine. Évidemment, l'Union européenne est la première émanation de cette politique qui a encadré l'Europe occidentale, qui maintenant est le bon élève qui suit partout et n'a plus de pensée. Alors... Mais alors, évidemment, cette influence pro-Israël, il y a comme une sorte d'identification
entre Israël et les États-Unis, le pays de Dieu, etc., qui se fait... c'est nous qui devons sauver le monde avec... et tout ça. Et ça opérait surtout dans le Moyen-Orient, avec les guerres qu'on voit. Mais tout récemment, j'abrège, c'est-à-dire l'année dernière, il y avait il y avait une sorte de crise pour un moment sur le bombardement par les États-Unis et le Royaume-Uni de la Syrie. Et les Russes ont empêché cela avec une excellente idée qui a été reprise un peu par accident, un peu par hasard, d'éliminer les armes chimiques en Syrie. Ce qui a empêché, avec le fait qu'il y avait une sorte de révolte politique en Angleterre et même aux États-Unis, les gens ne voulaient plus bombarder encore un pays de Moyen-Orient, on en avait un peu marre. Alors, et il y avait vraiment un mouvement, même aux États-Unis, les gens téléphonaient constamment à leurs membres du Congrès et disaient non, on ne veut pas ça. Alors, Poutine et Lavrov ont un peu sauvé Obama d'une défaite politique. Alors, les néoconservateurs et tout ça ne pardonnent pas ça. Ça, c'est déjà, on a la propagande anti-russe, mais ça, c'est le comble. Quand on nous empêche une guerre au Moyen-Orient, c'est plus supportable. Alors, à ce moment-là, Poutine était occupé par le sport, dans les Jeux olympiques. Il n'y avait que la propagande. Mais les hôtels ne sont pas bien, est-ce qu'il va persécuter les homosexuels? Il n'y avait tout ça pour diaboliser Poutine, qui devenait le nouvel Hitler, hein, il faut toujours. Hein. Et on a vu ça parce qu'en même temps, on planifiait le coup d'Ukraine. Parce que ça, c'est depuis très, très longtemps. Les États-Unis voient dans l'Ukraine vraiment la façon d'affaiblir la Russie. Parce qu'ils sont très liés historiquement et tout ça. L'Ukraine n'est pas un vrai État, il y a beaucoup de faiblesses à exploiter. Et n'oublions pas que Victoria Nuland, celle qui a été sur place à Kiev pour donner les gourmandises à la foule, que les États-Unis, elle a dit ça dans une réunion à Washington, depuis que l'Ukraine est indépendante de l'Union soviétique, les États-Unis ont donné 5 milliards de dollars pour l'amener dans le camp démocratique, etc. Ça veut dire qu'ils achètent un peu tout le monde qui est achetable. Et étant donné que là, il y a beaucoup de gens qui sont achetables, ils ont acheté beaucoup de monde. En plus, il y a des fascistes qui ont... donc, on a créé cette situation qui était intenable pour la Russie, parce que ça menaçait leur base marine. Ils devaient absolument réagir, parce que tous les États-Unis s'en foutent de l'Ukraine comme pays ou tout ça, mais ils voulaient absolument la base de la marine russe à Sébastopol. Et c'était évident qu'ils mettaient au pouvoir les Ukrainiens qui voulaient entrer dans l'OTAN, qui serait une façon d'expulser les Russes et de donner tout ça à l'OTAN et aux États-Unis, ce qui serait une menace directe. Alors, Poutine a fait très bien parce qu'en effet, heureusement, les gens de Crimée se sentaient russes. Bon, il y avait un référendum parfaitement démocratique, où la grande majorité voulait retourner en Russie, d'où ils avaient été expulsés sans les consulter. Et c'était une parfaite solution. Mais pour l'Occident, non. Tout ça est présenté au public comme une
horrible invasion de la Russie, d'un pays libre, démocratique, etc. Et on va continuer avec ça, avec ces mensonges absolument monstrueux pour justifier la militarisation. Il y a des manœuvres militaires tout le temps autour de la Russie. Tout le temps, il y en a maintenant, il y a toujours les menaces militaires à la Russie, et les Russes sont censés ne rien remarquer. Ils sont tués. Ah oui, ils sont là. Donc c'est impossible. Et c'est dans la situation qu'on est maintenant